Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente. Vous pouvez rester avec nous puisque va s'ouvrir la table ronde. Vous pouvez prendre place directement, puis je vais appeler les personnes qui vont débattre, en tout cas discuter à vos côtés. Vous pouvez vous mettre où vous voulez. Vous pouvez choisir votre place. C'est le privilège d'être la première. Mettez-vous ici. 3 conseillers nationaux, 3 conseillers et conseillères nationales sont avec nous. Il y a, sous vos applaudissements, Jacqueline de Quattro, conseillère nationale PLR, Raphaël Maheim, conseiller national des Verts, et François Pointet, conseiller national des Verts libéraux. Alors on est pile dans l'actualité parce qu'évidemment la question de l'approvisionnement énergétique, c'est... Ouais, j'ai pas de chaise en fait, c'est vrai. Moi je reste debout. On a parlé d'approvisionnement énergétique, on a parlé de sécurité de l'approvisionnement, on a même parlé un peu de nucléaire, là, ces dernières minutes. C'est intéressant, on va peut-être relancer le débat, tiens. En tout cas, un débat a eu lieu cette semaine sous la coupole fédérale. Le Conseil national a accouché d'une loi, en tout cas voté une loi, adopté une loi à une bonne majorité, 104 voix pour, 54 non et 33 abstentions. Les abstentions des Verts, on demandera pourquoi à Raphaël Maheim, pourquoi il s'est abstenu. Objectif de production de 45 TWh par an d'ici 2050 via production d'énergie indigène de solaire, éolien, biomasse, etc. C'est un objectif qui est désormais fixé dans la loi. C'est assez inédit, c'est assez ambitieux en tout cas comme loi et il faut le souligner. Ça s'est passé cette semaine, donc on est vraiment ravis d'avoir tout ce personnel politique avec nous aujourd'hui pour en parler. Peut-être un mot avec vous, Raphaël Maheim, sur l'abstention des Verts autour de cette nouvelle loi. Et puis Véronique Baud, on ne va pas l'interroger sur cette loi puisqu'elle n'est évidemment pas présente pour les débats, mais vous pourrez donner votre avis sur le mix énergétique, sur la question du nucléaire. Raphaël Maheim. Merci pour la question, merci pour l'invitation, merci à Maxime de cette belle initiative et de tout ce travail qui est fait autour du Forum Venoge. C'est assez magnifique de réunir toutes ces personnes pour parler de ces beaux sujets. Alors je commence par répondre à votre question et puis on aura peut-être l'occasion de revenir sur les propos de mon ancien voisin quasiment, M. Dupont à Pompigny, que je salue au passage. On garde la question du nucléaire voilà, pour la deuxième partie. Je suis évidemment pas tout à fait d'accord, ah bon? J'imagine qu'on y reviendra. Ce que j'aimerais dire en préambule pour répondre à votre question, c'est qu'on vit vraiment un moment de tournant historique. L'histoire fonctionne comme les plaques tectoniques, c'est que tout d'un coup on a des mouvements qui s'accélèrent avec des énormes déplacements des forces telluriques, on peut le dire, qui provoquent des tournants dans l'histoire. C'en est un aujourd'hui. Malheureusement, il a été en grande partie provoqué, en tous les cas accéléré par le drame de l'agression russe en Ukraine, qui a au moins eu une vertu, c'est de mettre sur la table le sujet de la dépendance aux énergies fossiles, en disant maintenant ça suffit, il faut en sortir. Ça c'est le point de départ, et il faut quand même relever à quel point on vit une époque qui est historique à maints égards, et qui l'est aussi pour le tournant énergétique. Évidemment, le petit regret du Vert que je suis, c'est que ça fait quand même plusieurs décennies qu'on alerte sur ces questions de dépendance aux énergies fossiles, pas seulement pour des questions d'environnement, de gaz à effet de serre, mais aussi pour des questions géopolitiques. Ça, c'est le contexte. Donc, cette transition, elle est très bienvenue, et ce mouvement, cette force tellurique générale, elle est très positive. Maintenant, il y a une autre force qui s'ajoute à celle-ci, et qui, elle, est plus pernicieuse, c'est qu'on travaille malheureusement un peu à la façon d'un bulldozer, et il y a le risque qu'on le fasse au détriment de la biodiversité, de la nature au sens large, qui est tout aussi décisive dans la lutte contre le dérèglement climatique. Vous pensez à quoi, par exemple, quand Alors, on parle de biodiversité ? Soyons très clairs. On pense à tout le système hydrique, c'est-à-dire les rivières, les cours d'eau, les ruisseaux. C'est un des enjeux majeurs de cette loi, c'est qu'on a quasiment supprimé jusqu'à 2035 la protection des débits résiduels, c'est-à-dire quand on turbine dans les barrages, il faut laisser un peu d'eau s'écouler. On l'a quasiment supprimé. Ça veut dire qu'on va pouvoir turbiner au max du max, si vous me passez l'expression, ce qui pose des énormes problèmes de bilan hydrique des bassins versants. En gros, il n'y a plus d'eau, et c'est un problème extraordinairement sensible. L'autre exemple très concret qu'on peut donner, c'est celui des biotopes d'importance nationale. Donc on peut parler des hauts marais, des tourbières, des bas marais, des plaines alluviales, de toute une série de biotopes où on a fortement allégé la protection. Et pour répondre à votre question et laisser mes collègues enchaîner sur la suite, je crois qu'on vit une époque où il est important de lâcher un peu de lest. C'est-à-dire que l'écologiste que je suis doit reconnaître qu'on doit tous tirer à la même corde pour faciliter la transition.
Mais il faut faire attention de ne pas se tirer une balle dans le pied. Parce que les biotopes constituent des points d'équilibre dans les écosystèmes qui sont fondamentaux et, last but not least, si vous me permettez cette petite touche d'anglais, c'est aussi des puits de carbone. Ça veut dire que les forêts, les biotopes, les tourbières, ce sont des puits de carbone, donc ça nous permettra d'atteindre les objectifs en matière de CO2. Donc si on y va à la méthode bulldozer, eh bien, on se tire un peu une balle dans le pied. C'est ce que je reproche à certains des aspects de la loi. L'abstention des Verts sur cette loi. Oui, mais je précise aussi qu'il y a un aspect tactique dans ce vote, c'est qu'elle va repartir au Conseil des États. Donc l'idée, c'est aussi de dire au Conseil des États, la direction est bonne, il y a quelques points que vous devrez corriger. Au final, je pense que je ferai partie des défenseurs de la loi. On continue notre tour de table sur cette loi. Madame de Quattro, vous entendez les réserves émises par Raphaël Mahaim? Oui, je les connais depuis un bon moment, puisqu'en 2007... Puis vous avez eu l'occasion d'en débattre pendant 15 heures, je crois, la semaine dernière. J'en ai débattu pendant 13 ans en tant que conseillère d'État en charge de l'énergie dans le canton de Vaud, donc je connais très très bien ces préoccupations. Je donne raison à M. Mahaim sur le point qu'il faut trouver des équilibres, bien entendu, entre production d'énergie et préservation de nos paysages, préservation de la nature. Là, je crois qu'on est parfaitement en phase. Moi, je n'aime pas tellement les abstentions, mais je comprends la stratégie des Verts. Mais je dirais que moi, je ne découvre pas le problème. En 2012, et ça fait déjà plus de 10 ans, nous avons mis dans notre canton en place, et c'était assez pionnier, des mesures pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Pourquoi? Parce que dans la Constitution vaudoise, il y a l'interdiction du nucléaire, n'est-ce pas? Donc qu'on veuille ou pas, on doit aller dans cette direction. Et d'ailleurs, en 2017, la population suisse l'a confirmé dans son vote pour la stratégie énergétique. Ce programme en 2012, c'était 100 millions du Conseil d'État pendant une législature pour booster les énergies renouvelables, mais aussi pour soutenir les efforts en matière d'innovation, notamment comment stocker les énergies intermittentes que sont le solaire et l'éolien. Vous avez raison, monsieur le professeur, c'est un problème qui n'est pas résolu à l'heure actuelle. On m'a accusé à l'époque, en étant une PLR, de donner des subventions. J'ai pu, après, en faisant le bilan, montrer que chaque franc qui a été investi a débouché sur 5 à 6 francs de bénéfices pour notre économie, et je crois que c'était quelque chose d'important. Dans cette grande réforme que nous avons faite, qui sera encore sans doute optimisée par les États, comme notre collègue nous l'a rappelé, nous avons quand même fait des avancées. Nous avons fait des avancées sérieuses. Nous avons donné un coup de pouce non seulement à l'efficience énergétique, mais aussi à la production. Et si nous sommes aujourd'hui dans la situation où nous avons un sérieux retard, c'est aussi grâce au blocage que nous avons connu. Je regarde ici mon ancien chef de service, M. Henri Rollier, qui est dans la salle, il pourra en témoigner, de blocage en blocage, d'opposition en recours, tous nos projets énergétiques ont été bloqués. Par qui? Par les ONG. Suivez le regard. Par les ONG, par beaucoup d'ONG, pas forcément vaudoises d'ailleurs. On n'est pas là pour polémiquer. On l'a décidé d'ailleurs, on n'est pas là pour polémiquer. Vous venez de poser une bombe et après vous dites que vous ne voulez pas polémiquer. Non, elle n'est pas facile du tout. Elle n'est pas facile du tout. Quand on met 20 ans pour construire une éolienne parce qu'il y a des oppositions pour des chauves-souris ou des projections de glaçons en cas d'hiver, on n'est pas dans la rigolade. Et je me demande combien de temps on mettra pour construire une centrale nucléaire en Suisse si on met 20 ans pour une éolienne. On termine le tour de table et après je vous donne la parole, Monsieur Mahaim. François Pointet, sur le sentiment général des Verts libéraux au sortir de cette semaine de débat au Parlement, sur les orientations que ça donne, sur éventuellement les réserves qui ont été émises par votre collègue. Alors j'aimerais bien revenir, on a beaucoup parlé de blackout aujourd'hui, plus ou moins, de manière plus ou moins directe. Ce n'est pas cette loi qui va nous sortir des problèmes l'hiver prochain. Hein. Donc on va rester vigilant, on va essayer d'économiser de l'énergie, et puis on va essayer de s'en sortir pour les prochains. Parce que quand on regarde les bilans d'économie, et puis qu'on pondère ça avec l'hiver plutôt chaud qu'on a eu, on peut peut-être dire qu'on a passé le cap, mais on a eu beaucoup de chance et les gens n'ont pas fait beaucoup d'économies. Si on regarde maintenant cette loi, en fait, on va dans la bonne direction. Mais on a perdu pas mal de temps parce qu'on a perdu la loi CO2, la stratégie énergétique 2050 depuis 2017, on dort. Donc on va dans la bonne direction. Oui, il y a beaucoup d'arbitrage à faire. Oui, je suis très déçu des problèmes d'eau, de débit résiduel, comme mon collègue Mahaim. J'espère que le Conseil des États va arriver à notre secours sur ce sujet-là. On a beaucoup d'arbitrage à faire, mais de manière générale, c'est une très très grande avancée. Et si je reviens sur le problème éolien, alors il faut sortir un tout petit peu de quelques
de quelques mauvais mots qu'on a entendus. On n'est pas en train de priver la population de moyens de recours ou de contester quoi que ce soit, mais il faut bien se voir ce qui se passe et pourquoi on a pu faire passer qu'à peu près 41 ou 44, je ne sais plus où on en est, éoliennes en Suisse, dont malheureusement pas beaucoup dans le canton de Vaud. C'est simple, ils avaient des moyens de blocage. Alors c'est clair, au début il y avait des ONG, maintenant on a mis en place des processus où ces ONG sont partie prenante du projet, et je pense qu'on a éliminé ce problème. Même si des fois on perd un mât, on doit le déplacer, enfin bref, c'est toujours un peu compliqué, mais on fait ça au début du projet, donc ça c'est bon. Et ce qu'on essaie d'éviter, c'est un peu les extrémistes du paysage ou les extrémistes des intérêts particuliers qui sont capables, en retenant le projet, pour des arguments plus ou moins bons, à faire que les investisseurs s'en aillent. Parce qu'attendre 20 ans avec votre argent, c'est un peu long. Et en fait, on a des exemples dans le canton de Vaud très clairs, où la population a toujours dit oui, où les lois étaient toujours du côté du promoteur, et puis ça a quand même duré 20 ans, parce qu'il y avait des blocages légaux, et c'est ces blocages-là qu'on essaie d'éviter. Et donc, visiblement, c'est vous, Raphaël Mahem, qui bloquez tout. C'est pas M. Pointet qui l'a dit, j'ai cru le comprendre, une petite voix qui m'a dit, mais... Tout à l'heure, j'écoutais M. Dupont avec attention, puis j'ai appris qu'en est-ce vrai que si vous raison des Verts, les Verts auraient pu interdire le feu s'ils avaient été à l'époque de ce monde. C'est un peu nous mettre beaucoup de choses sur le dos dans un pays où, faut-il le rappeler, nous sommes assez loin de détenir les clés du temple et les clés du pouvoir. Mais plus sérieusement, parce que la question est très sérieuse. Les procédures sont trop longues, trop complexes et donnent lieu à trop de possibilités de blocage pour des intérêts particuliers. Ceci est parfaitement correct, mais ça signifie que le problème, en grande partie, découle d'un droit de recours des individus qui est très très bien développé en Suisse. C'est-à-dire qu'en Suisse, beaucoup de projets ont été bloqués par des individus, par des voisins, par des personnes qui font valoir ce fameux syndrome NIMBY, not in my backyard, donc je ne veux pas d'éoliennes devant chez moi. Sur ce point-là, tout le monde est assez d'accord, sauf certaines personnes qui défendent les intérêts particuliers et qui ne veulent surtout pas toucher aux droits de propriété et aux intérêts individuels. J'en fais pas partie. Mais tout le monde est assez d'accord pour dire qu'il faut accélérer les procédures. Et on est sur le point aussi en Suisse de faire passer un nouveau projet de loi concernant les éoliennes qui accélère ces procédures. Donc on est en train de régler le problème. Mais il faut quand même se dire qu'on ne parle même pas d'un térawattheure. C'est-à-dire que tous ces projets d'éolien qu'on est en train de débloquer par une accélération des procédures, on parle de moins d'un térawattheure. Un térawattheure, ça représente à peu près ce qui chaque année est installé en termes de panneaux solaires dans notre pays. Alors évidemment avec les problèmes de saisonnalité, on ne peut pas tout régler avec le solaire parce qu'il y a le trou de l'hiver. Mais simplement, il faut garder à l'esprit ces ordres de grandeur. Et puis, la petite bombe, la pique, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, ou la manière de mettre l'ambiance de mon estimée collègue Jacqueline Quattro. C'est vrai, il faut un peu réveiller tout le monde avant l'apéro pour qu'on puisse débattre à l'apéro. Et se jeter des verres à la figure, comme au Parlement genevois, par exemple. Non, mais voilà exactement, le fameux coup de « c'est à cause des vers et des chauves-souris ». Disons, si l'avenir énergétique était bloqué dans notre pays à cause de quelques écologistes et de 3 chauves-souris et demi, on n'en serait pas tout à fait là. Donc oui, il y a, et je crois qu'il faut le reconnaître, je le dis aussi, il y a certaines associations qui sont jusqu'au boutiste. C'est vrai. Et puis, c'est leur travail. En tant que politique, en tant que parlementaire, moi j'ai un autre rôle. Mais je respecte leur travail. Parfois, ils gagnent devant les tribunaux, parfois, ils perdent. Je pense qu'il faut faire preuve d'un peu plus de hauteur de vue que de ramener cette problématique à 3 chauves-souris. Une chose est sûre, c'est qu'il faut aller plus vite. Que ce soit un oui ou que ce soit un non, effectivement, il faut aller plus vite. J'aimerais entendre peut-être l'élu française, alors des éoliennes. Il y en a plein à l'Assemblée nationale, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'elles sont efficaces et qu'elles produisent de l'énergie? Je ne sais pas. Je crois qu'en fait, on a les mêmes problématiques. En fait, on se retrouve... Voilà, je crois que c'est universel. Et effectivement, je crois qu'on se retrouve sur beaucoup de points. On voit qu'effectivement, ce sont des sujets qui sont extrêmement clivants. Vous avez certainement suivi ce qui s'est passé la semaine dernière, cette semaine à l'Assemblée nationale, donc la réforme sur les retraites, mais il y a un amendement en fait qui est passé complètement à côté, c'est de l'actualité, c'est celui qui supprimait une volonté en fait du gouvernement de supprimer l'IRSN. Et donc c'est l'Institut régional de sécurité nucléaire, et de n'avoir que l'ASN, donc l'autorité de sûreté nucléaire.
Donc voilà, pourquoi ? Pour simplifier les procédures. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, Madame de Quatro, les procédures sont très longues, sont très complexes. On a aujourd'hui énormément de recours qui bloquent les procédures et qui font retarder énormément les projets. On voit aujourd'hui que la France a pris énormément de retard sur ce mix énergétique, voilà, avec des allers-retours et puis surtout comment dirais-je, des politiques qui ont voulu chacun mettre un peu leur patte et qui est fait qu'en fait la France a reculé dans le domaine du nucléaire. Et il ne faut pas oublier, comme ça a été effectivement dit tout à l'heure, que c'est grâce au nucléaire aujourd'hui que la France a un prix aussi bas de l'électricité. Mais je ne doute pas de la vision éclairée alors pas de mes collègues, puisque je ne suis pas parlementaire, j'ai essayé, mais je n'y suis pas arrivée. J'aurais bien aimé que la parlementaire de la circonscription où je suis élue puisse venir là aussi pour débattre, mais en tous les cas, sache prendre des décisions qui font avancer les projets, que ce soit des projets nucléaires, que ce soit des projets éoliens, donc pour assurer effectivement ce mix énergétique. On a la peur de l'hiver prochain. C'est vrai qu'on a connu un hiver très doux, avec finalement moins de problèmes qu'annoncés, mais l'hiver prochain, on ne sait pas de quoi il sera fait. Donc il y a déjà une urgence immédiate de faire face à une possible situation de manque. Il y a cette loi qui fixe un objectif, donc on n'est pas encore dans la concrétisation, on est sur un objectif à 2050. Qu'est-ce qu'on fait dans l'intervalle ? Concrètement, comment est-ce qu'on sécurise notre approvisionnement ? On nous dit, bon, le nucléaire, il aurait peut-être pas fallu le mettre à la poubelle, mais en même temps, si on se pose la question maintenant, c'est déjà un peu tard, de toute façon. Donc qu'est-ce qu'on fait dans l'intervalle ? Madame de Quatro ? Comme l'a dit très justement Madame Baude, c'est continuer à utiliser ce que nous avons, c'est-à-dire mettre l'accent sur le renouvelable, mais alors tous les renouvelables. Moi, ce qui m'a aussi un petit peu fâché dans le Parlement, je ne sais pas comment mes collègues l'ont ressenti, c'est le fort lobbyisme, en l'occurrence les cantons alpins, qui ont dit toute l'eau, elle va à l'énergie. J'ai aussi d'ailleurs voté avec vous sur ce point-là, parce qu'il nous faut des eaux résiduelles, ne serait-ce que pour, bien sûr, la survie, la biodiversité, mais aussi accessoirement pour l'eau potable et l'agriculture. Donc si on donne tout à l'énergie, à l'évidence, ça manquera ailleurs. Et j'espère également que les États vont rectifier ce tir-là. Donc on a cette problématique-là. On a des mesures qui sont prises pour sauver la branche de l'électricité. Là, on a vu que nos grandes entreprises n'étaient pas forcément en mesure de pouvoir assurer l'approvisionnement du pays. On a donc dû là aussi faire un plan de sauvetage. C'est peut-être un petit peu technique, mais pour les entreprises qui montrent qu'elles ont les liquidités, qu'elles sont capables de résoudre leurs problèmes et ne sont pas surendettées, il y a un plan de 10 milliards qui viennent en appui des grandes sociétés de distribution. Encore un point qui me semble souvent passer un petit peu sous le radar. C'est les questions de réseau. Et là, c'est l'indépendance qui est très, très limitée. On va devoir vraiment discuter au niveau européen. J'espère que l'accord sur l'électricité pourra en fait sortir de la glacière, même si l'accord 4 a échoué. C'est un gros, gros, gros problème pour nous. Si nous ne résolvons pas le problème du développement du réseau, et là, on a les mêmes oppositions, paysage, c'est pas beau, c'est moche. Je vous le concède, c'est pas magnifique, mais enfin un hôpital et puis une autoroute, c'est pas non plus magnifique, mais c'est drôlement utile, c'est une infrastructure. Donc là aussi, il faudra veiller à ce qu'on ne prenne pas du retard. Parce que c'est bien, maintenant on a un très grand plan d'offensive solaire, avec des énormes parcs solaires, ça posera d'ailleurs aussi des problèmes d'acceptation dans les Alpes. Une fois qu'on les aura et qu'ils produiront, on les achemine comment ? C'est terawatts. Donc là aussi, il faudra vraiment que dans toutes les réflexions d'accélération de procédures et d'optimisation sans marcher sur notre démocratie à laquelle nous sommes tous attachés, qu'on prenne en même temps en compte comment est-ce qu'on distribue ensuite ce qu'on produit pour qu'on puisse couvrir les besoins. Sinon, nous n'avons résolu que la moitié de l'équitation. C'est vrai qu'il y a un impératif de dépasser les frontières non seulement cantonales, mais aussi les frontières nationales. C'est ce que dit Madame de Quatro, François Pointet. Oui, effectivement, la collaboration est essentielle. Alors, on a une sale habitude depuis quelque temps, une année ou deux, de se fâcher à peu près sur tous les sujets avec nos collègues européens. Donc, des fois, je me demande si notre Conseil fédéral est très au courant qu'on a des voisins, puis que c'est peut-être pas mal de régler les problèmes avec lui. L'électricité, c'est un problème qu'on doit régler avec lui. Le gaz, c'est un problème qu'on doit régler avec lui. On a vu qu'on n'a pas de capacité de stockage. Donc on a essayé de faire des contrats avec nos voisins pour le faire.
Donc c'est clair que la collaboration doit s'améliorer. Alors, ils ont l'été pour essayer de régler ce problème. J'espère qu'ils seront au travail. Bon. Pour le reste, si on revient sur qu'est-ce qu'il faut faire, mieux que ce qu'on a fait cet hiver, c'est-à-dire que j'attends aussi à ce qu'on puisse donner plus d'informations à la population pour lui dire un petit peu comment il peut mieux économiser. Bon, ils nous ont dit plein de choses, le Conseil fédéral. Ils ont dit plein de choses. On leur a même reproché de nous avoir pris trop pour des enfants. Puis là, maintenant, vous nous dites qu'il faudrait encore plus nous prendre pour des enfants. Non, je n'ai pas dit ça. Peut-être que le message n'était pas bon. Mais en tout cas, le résultat ne l'était pas non plus. Donc, il faut peut-être repenser la communication de l'OFN sur le sujet. Et puis, si on revient sur le nucléaire, alors, il y a libéral dans le nom de mon parti, mais aussi vert. Donc, j'ai un peu tendance, voire une sérieuse tendance à être anti-nucléaire. Mais si on parle juste du temps, de toute manière, c'est un peu perdu pour régler des problèmes dans les 15 à 20 prochaines années. Et puis, M. Dupont nous a sorti quelques chiffres. Moi, je sors une étude de l'ETH qui est sortie il y a 8 jours qui dit « Oui, c'est possible de régler notre problème avec les renouvelables. On a toutes les capacités et on peut le faire plus rapidement. » Alors, on peut penser que les TH sont des charlatans. Je ne vais pas dans cette direction et je leur fais assez confiance. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire mieux que cet hiver, parce qu'on devra le faire, et puis travailler dur pour rattraper notre retard sur tous les sujets, mais en respectant les choses. Et puis pour le réseau, je suis d'accord. On a parlé de grandes installations solaires dans les Alpes, et puis tout à coup on entend Swissgrid qui dit vous êtes bien gentil, je ne suis pas capable d'aller chercher l'électricité. Peut-être qu'on aurait pu nous dire ça avant, et qu'on aurait trouvé une solution. Sur la question du nucléaire, puisque vous ouvrez le chapitre, on va entendre Madame Baud, mais peut-être d'abord Monsieur Maheim sur cette question-là. C'est étonnant comme souvent les partisans du nucléaire reprochent aux sceptiques de faire un débat manichéen ou de tomber dans l'émotionnel. Un débat moral, presque. Débat moral, disait M. Dupont tout à l'heure. Moi, je crois que le débat, il est extraordinairement rationnel. Il est d'ailleurs canalisé par la démocratie chez nous. Comme l'a rappelé Jacqueline de Quatreau, il y a eu un premier vote assez fort sur le sujet qui confirme la sortie du nucléaire. Mais il est très rationnel pour des raisons liées aux lois du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous trouverez quasiment plus un investisseur, en tout cas en Suisse, dans les conditions suisses, qui sera prêt à dire « je mets mes économies, je mets mes billes dans le nucléaire ». Le directeur d'Axpo récemment disait « c'est fini ». Et puis alors, je me permets une petite remarque à l'adresse de nos estimés voisins. Flamanville, EPR, dernière génération, budgété à 2 milliards, entré en fonction en 2012. Si j'ai bien lu les derniers chiffres, on en est à plus de 10 milliards et on n'est toujours pas avec quelque chose de fonctionnel. Donc vous admettrez que, disons, en termes de rapidité d'action et de fluidité pour régler nos problèmes d'approvisionnement, il reste encore du travail. En d'autres termes, je pense que c'est un débat purement rationnel qui doit nous conduire à ne pas se reposer la question du nucléaire parce qu'on perd de l'énergie, mauvais jeu de mots, on perd de l'énergie à mener ce débat. Et puis, il y a des modèles d'États européens. Alors, on a cité l'Allemagne, on peut en citer d'autres. Le Portugal, qui se passe entièrement de nucléaire, maintenant aussi qui se passe entièrement de charbon et qui va atteindre des objectifs de renouvelables absolument exceptionnels très bientôt, plus rapidement que prévu. Et puis, n'oublions pas, peut-être dernier point, que si on parle de géopolitique et de dépendance aux énergies fossiles, n'oublions pas que les combustibles pour nos centrales qui fonctionnent encore viennent à peu près à 50% de Russie aujourd'hui. Donc le problème du nucléaire est exactement le même sous l'angle géopolitique qu'il l'est pour les énergies fossiles. Madame Baud, sur la question du nucléaire, vous sentez quand même pas que maintenant le vent, pour prendre une métaphore de nouveau, n'est pas favorable à cette technologie, au fond, finalement c'est trop tard de se poser la question, puis qu'en plus les prix explosent et que c'est même pas réalisable. Enfin, je crois qu'aujourd'hui la France en est consciente. On ne peut pas revenir sur le nucléaire. Au contraire, on est là que pour conforter le nucléaire. On voit que par manque d'entretien des réacteurs de première génération, notamment les réacteurs 400, par manque d'entretien, on a vu que beaucoup étaient à l'arrêt pendant ces dernières années. Qu'est-ce que ça a fait ? Un manque d'approvisionnement. Donc là, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on accélère cette rénovation de notre parc nucléaire, mais surtout qu'on anticipe en travaillant effectivement sur des nouvelles technologies. Enfin, les exploitants, ce sont des industriels qui ont à cœur cette sûreté
au quotidien, et moi je l'ai vu parce que quand j'ai présidé la CLI, il y avait 200 personnes qui étaient membres de la CLI, il y avait des verres pro-nucléaires. Oui, ça existe. Voilà. Et d'ailleurs, c'était très intéressant. C'est les verres radioactifs, c'est les verres radioactifs. Les verres français, pourquoi chez vous, non, en Suisse, il n'y a pas de verre pro-nucléaire? Ça n'existe pas, d'accord, c'est antinomique. Ok, d'accord, très bien. En tous les cas, voilà, moi je pense que nous, il faut qu'on continue d'accélérer la rénovation de notre parc nucléaire, mais qu'on continue aussi, et c'est vrai que parfois on a vraiment beaucoup de freins, au développement des parcs éoliens, aux centrales photovoltaïques. On voit qu'il y a des territoires qui sont adaptés à recueillir aussi ces centrales. Et puis après, en termes effectivement alors de gestes éco-citoyens, de comportements vertueux, je crois qu'on a encore des marges de progression, mais on voit combien en fait il faut changer les comportements au quotidien. Ça a des incidences sur les transports, ça a des incidences sur la consommation, ça a assez d'incidences en fait voilà, sur énormément de thématiques. Et à nous, je veux dire les politiques, eh bien d'être aussi vertueux et exemplaires. Très concrètement, on va parler des comportements parce que c'est aussi un thème intéressant. Mais vous nous dites, en fait, Madame de Quattro dit en Suisse, les investisseurs, il n'y en a plus, le nucléaire, c'est pas prometteur, ça n'intéresse personne. Et vous dites, chez vous, ça intéresse encore, il y a des perspectives économiques. Ah, nous, il y en a encore. Enfin, l'État, avec son plan de diversification du nucléaire, oui, il y a encore. L'État va encore trouver des sous. À faire marcher un peu la planche à billets. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable, effectivement, de trouver des partenaires et de financer le nucléaire. Aujourd'hui, c'est EDF en grande partie. Le comportement, hein, bon, ça n'a pas bien marché, disons, les appels à mieux nous comporter énergétiquement cet hiver. Bon, l'hiver ne nous a pas aidés, il faisait beau et chaud. Conséquence du réchauffement climatique peut-être. Bon, l'hiver prochain, est-ce qu'on aura un hiver prochain plus difficile? Quoi qu'il en soit, on va finalement pas y échapper. On va bien se rendre compte que s'il manque de l'énergie, ben cette énergie-là, ça va être comme un trésor et on va se l'arracher à prix d'or et on va être contraint à changer nos habitudes. On va y être contraint par la force, Jacqueline de Quattro. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de responsabilité individuelle. Vous avez raison, on n'aime pas être pris pour des gamins qui en expliquent tout. Par contre, c'est bien de nous donner les moyens de faire juste et peut-être aussi de temps en temps de nous récompenser quand on fait juste. Actuellement, dans la Constitution suisse, il y a le principe du pollueur-payeur. Celui qui se comporte mal, il est puni. Ce qu'on n'a pas tellement, c'est l'incitation. La carotte. Le bonus-malus, voilà, dans la politique, il y a toujours l'incitation. Et finalement, si ça ne marche pas, l'autorité. Parce que voilà, quand ça ne marche vraiment pas, vous êtes obligé d'atteindre le but d'intérêt public avec des interdictions ou des obligations. Ce n'est pas que ça nous fasse plaisir, mais c'est les deux outils qui sont à disposition du politique. Mais rien que la petite campagne du Conseil fédéral pour dire qu'on doit faire attention a quand même conduit, selon les régions, entre 4 et 10% d'économie d'énergie. C'est déjà un début. Il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'il y avait peut-être des habitudes qui pourraient changer sans avoir une perte de confort trop importante. Bon, après, en septembre, on dit ouais, on va baisser le chauffage, puis après la bise arrive, puis le chauffage, on le remonte un peu. Alors moi, personnellement, j'ai passé cette période de bise, et dans le canton de Vaud, vous le savez que ça souffle bien, avec un gros pull dans mon salon, alors qu'avant, j'étais dans un t-shirt, et j'ai trouvé que ça allait très bien, et je me sentais bien aussi. Et puis voilà, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. Dans la ville de Montreux, beaucoup de boutiques sont éteintes la nuit, les vitrines sont noires. C'est pas particulièrement sympathique, mais je pense que c'est une contribution utile. À quoi ça sert d'avoir les bâtiments ou les vitrines illuminées toute la nuit? Rien que ça, ce sont des réflexes. La sécurité, certains vous diront. Garder. Oui, écoutez, il faut savoir où on est. C'est pas devant les boutiques que ça se passe d'habitude. Ce sera plutôt dans les zones un petit peu plus obscures. Mais si vous parlez de la sécurité dans les rues, évidemment, en tant que femme, ça m'intéresse de savoir qu'il y a quand même un minimum d'éclairage public dans certains lieux publics, rassurez-vous. Mais moi, je pense qu'on doit inscrire ce système de bonus-malus dans la Constitution pour pouvoir aussi récompenser le citoyen, par exemple par des déductions fiscales, lorsque vous faites des investissements dans le domaine de l'efficience énergétique. Ça, c'est le deuxième pilier. Il y a la production, puisqu'on utilise mieux ou bien ce qu'on économise. J'ai déposé 2-3 motions au Parlement. Le Conseil fédéral en a accepté un. Apparemment, les Verts l'ont refusé, mais on aura l'occasion d'en reparler. C'est de changer la latte pour qu'on puisse, lorsqu'on fait une transformation énergétique, une transformation d'une isolation, parce qu'il y a énormément de pertes d'énergie dans les bâtiments qui sont mal isolés, à peu près 46%, c'est énorme.
Eh bien, qu'on n'ait plus besoin de passer par toutes les procédures, mais qu'une simple annonce suffise. Le Conseil fédéral est d'accord sous certaines conditions, bien sûr, mais là aussi, il faudra encore passer par toutes les instances du Parlement. Et puis, davantage de production d'énergie dans les agglomérations. Parce que vous voyez bien, quand on parle d'un grand parc solaire dans les Alpes, on criera tout de suite que c'est de la nature, le paysage. Quand on veut mettre une éolienne, on nous fait le même reproche. C'est vrai, ça se voit, surtout dans une zone qui est belle. Eh bien, dans ce cas-là, pourquoi on ne met pas davantage d'éoliennes dans les agglomérations ? Pourquoi on ne met pas davantage de panneaux photovoltaïques sur tous les toits des entreprises et en tout cas des bâtiments publics, puisqu'ils appartiennent à la commune et au canton? Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. J'arrête là. Vous permettez, chers collègues, les panneaux solaires, c'est pas vous qui venez de faire passer au Parlement une disposition qui réduit l'obligation de poser des panneaux solaires pour les bâtiments? C'est pour sauver l'article, parce que vous avez vu que sinon tout tombait, parce que c'était à la fois les bâtiments nouveaux... Ça, c'est la réelle politique. Une réflexion tactique qui vous appartit, parce que la majorité de la commission était convaincue. Ouais, non, mais la minorité, dans les couloirs, on entendait très bien que tout allait tomber, donc il n'allait plus avoir du tout de soutien à cet article. Vous l'avez entendu. J'ai essayé de le sauver par un compromis. Après, on peut toujours faire mieux. Au moins, on a quelque chose, sinon on n'avait rien. Monsieur Maheim, vous avez la parole. Non, là, ça c'était pour répondre, le berger qui répond à la bergère. C'était sur les comportements adoptés un peu urgemment. Je suis parfaitement convaincu par ce qui a été dit sur la nécessité de produire dans les zones urbanisées. Peut-être on n'en a pas encore parlé, un mot quand même sur le solaire en montagne. Moi, je pense qu'il faut faire preuve d'intelligence dans ce débat-là. Je ne suis pas sceptique ou réfractaire par principe. Ça a été largement commenté dans les médias. Les Verts valaisans proposent un référendum d'en débattre devant la population. Il y aura donc débat populaire. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut aborder ce débat avec sérénité, avec intelligence, dans le sens où il y a quand même un réel potentiel pour justement la période hivernale qui est compliquée en termes d'approvisionnement, parce qu'au-dessus du stratus, on le sait bien quand on va skier en Valais, il y a plus de soleil, parce que c'est justement là où on a un souci de température plus basse. Simplement, il faut refuser la méthode du bulldozer. Il y a des biotopes qui sont d'un intérêt immense pour les générations à venir et futures. Il y a la question, on en a parlé pour l'hydroélectrique, des débits résiduels. Donc oui, il y a du solaire alpin, mais avec intelligence et évidemment tout miser sur le solaire dans les zones urbanisées. On a parlé des toits, où en effet je regrette que vous ayez porté atteinte au compromis qui avait été tissé dans la commission, parce que je pense qu'on avait une vraie majorité qui tenait, mais peu importe. Il y a aussi l'enjeu sur les axes routiers. C'est-à-dire que là, il y a des surfaces absolument gigantesques dans notre pays qui peuvent être utilisées pour poser du panneau solaire. Et puis on en est qu'à ses balbutiements. Là, ça fait des années qu'on met sur la table ce sujet en disant il faut y aller. Et là, enfin, la pièce commence à tomber. Et on va voir, j'en suis convaincu, dans 10-15 ans, nos autoroutes, nos routes, nos parkings couverts de panneaux solaires. Et c'est tant mieux, parce que ça permettra aussi, dernière remarque, pour combler le trou en hiver, ça permettra aussi de mettre en place une vraie génération de power to gas, donc où vous dégagez trop d'électricité, il y a un surplus en été. Avec ça, vous produisez du gaz et vous le stockez. Et vous le stockez. Parce que là, c'est parfaitement correct ce qui a été dit tout à l'heure. Nant de Drance, très sympathique. Moi, j'y suis aussi allé. C'est une installation très impressionnante et nécessaire. Mais Nant de Drance ne sauvera pas le trou hivernal pour la Suisse entière. Donc, il faudra autre chose pour ce gap. Dernière prise de parole, François Pointat, avant la parole à la salle. Alors, on parlait des comportements. On peut peut-être aussi essayer de savoir, outre la responsabilité individuelle, parce que c'est seulement là-dessus qu'on peut compter. Si on me dit de mettre mon appartement à 19, je vois mal quelqu'un venir vérifier. En plus, honnêtement, quand j'essaye, il fait 18 en haut, il fait 21 en bas. Bon, il y a des appartements qui sont tenus par des régies immobilières qui peuvent ensuite c'est parfois compliqué. Même pour tenir une température dans un appartement, quand vous avez la porte à la bise et puis le salon au soleil, ça devient vite compliqué d'équilibrer le tout. Donc on ne va pas faire des grandes théories. Mais on doit aussi donner les moyens. Alors on parlait de compteurs intelligents, les électriciens devaient poser ces compteurs depuis un certain temps, ils n'ont rien fait, donc moi j'ai beaucoup de peine à savoir ce que je consomme. Mis à part un mois après, donc si je tire une prise, il faut que j'attende un mois pour savoir combien j'ai économisé. Ça c'est un peu compliqué, on peut faire aller de l'avant. Mais on peut prendre d'autres exemples. Au Canada, certains endroits assez reculés ont des gros problèmes d'électricité l'hiver parce qu'ils chauffent à l'électrique, parce qu'ils consomment de l'électricité. Alors là, l'État met en place des systèmes d'annonces et puis leur disent « Waouh, demain ça va être compliqué pour l'électricité, donc quand vous sortez chez vous, surtout
mettez le chauffage au minimum s'il n'y a plus personne à la maison, tirez tous vos appareils, et puis comme ça, ils arrivent à lisser les choses en donnant aux gens l'information, attention, demain, il faudra faire attention. Bon, on espère qu'on y arrive. On ne va pas en arriver là. Mais on espère qu'on ne va pas y arriver là, mais il faut aussi donner l'information cet été à la population, parce qu'il ne faut peut-être pas les laisser partir en vacances sans qu'ils soient au courant de ce qui est en train de se passer. Si on a des problèmes hydriques cet été, on aura des problèmes de barrage, on va perdre nos réserves. Donc il faudra faire ces réserves pendant l'été d'une manière ou d'une autre. On n'a pas beaucoup de réserves de neige cette année. L'été peut être aussi critique dans les réserves qu'on fabrique pour cet hiver. Merci à tous les quatre pour cette première partie. Est-ce que parmi le public, si on peut à nouveau allumer un peu la lumière dans la salle, que je puisse voir s'il y a des réactions ou des questions qui se dessinent. Voilà. Alors, il y a en tout cas 2 questions. Alors, je vais prendre un micro. On prend celui-ci, c'est égal. Maxime, est-ce que tu souhaites directement tendre le micro? Excellent. J'aimerais vous entendre sur les incitations pour la formation professionnelle, parce que il y a des besoins en énergie renouvelable, mais on manque de personnel. Et quand on discute avec les entrepreneurs, électriciens notamment, nous disent on veut bien avoir du business, mais j'ai personne pour faire le travail. Donc je crois qu'il y a un cruel manque dans ce domaine. Et quelle réflexion vous avez à ce niveau-là pour inciter les jeunes à rentrer dans ces perspectives-là Voilà, merci. Oui, monsieur Maheim. Merci, je prends la balle au bon. Merci beaucoup pour votre question. On ne l'a pas abordé, c'était une erreur. Vous avez parfaitement raison. C'est probablement l'un des enjeux les plus centraux et les plus cruciaux pour les prochaines années. Et en guise de réponse, avant de passer le micro à mes collègues, j'aimerais dire 2 choses. 1, le mouvement est en marche, c'est-à-dire qu'on était intervenu à l'époque où j'étais encore au Grand Conseil avec des demandes de grandes offensives dans la formation pour rediriger les forces vives vers les formations, notamment les métiers techniques, parce que comme vous le dites très bien, c'est là où il manque de main-d'œuvre. Et puis au niveau fédéral, où là on parle plutôt de gros sous, c'est-à-dire il faut allouer des moyens dans les filières de formation qui permettront de mettre sur le marché, etc. Mais, deuxième remarque, ceci est un processus qui se caractérise par une forte inertie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas claquer dans les doigts. Et ça, c'est le drame de la situation actuelle. Si on l'avait anticipé, si on avait davantage réfléchi à ces problèmes sur le marché du travail, probablement qu'on serait moins coincé aujourd'hui. Mais là, c'est un constat d'échec assez cruel. Et il faut se donner du mou parce que c'est un mouvement qui est malheureusement marqué par l'inertie. Madame de Quattro, puis peut-être Madame Baud aussi, si vous souhaitez parler de la France, c'est intéressant peut-être de vous écouter. Madame de Quattro. Oui, juste pour rebondir sur les propos de M. Maheim, que je soutiens totalement. Vous voyez, il n'est pas toujours en opposition, loin de là. Je pense que c'est aussi une profession qu'on devrait nous rendre sympathique à nos jeunes. Vous voyez beaucoup de jeunes qui sont dans la rue, qui semblent désespérés, du moins qui le crient, qui vont jusqu'à se coller, lancer des soupes sur des œuvres d'art et autres bêtises qui n'apportent pas grand-chose pour attirer l'attention du public qui a compris depuis longtemps qu'il y avait un problème. Peut-être qu'on pourrait les encourager davantage en leur disant, voilà, il y a dans les professions tout un tas de possibilités pour améliorer cette planète, pour aller à la rencontre de notre climat, de l'avenir, de protéger la nature et l'avenir. Et je pense que c'est quelque chose qui est important. Vous savez qu'ils ont déjà un travail, ces gens, ils sont secrétaires syndicaux. Oh, c'est un peu réducteur, c'est pas moi qui l'ai dit. Madame Baud. Nous, écoutez, on partage exactement les mêmes problématiques, puisque voilà, on a un taux de chômage qui est beaucoup plus élevé qu'en Suisse. On a un taux de chômage de 8%, mais toutes les filières, effectivement, recrutent, et particulièrement dans les métiers autour de l'énergie, autour aussi de l'habitat, de la construction. On travaille aussi avec nos partenaires comme les chambres des métiers pour arriver à former nos jeunes sur ces métiers. On a vraiment beaucoup de mal, parce que je crois qu'il y a aussi un problème, alors nous en plus en France, beaucoup plus que chez vous, autour de la formation professionnelle et de tous ces métiers techniques. Mais il me semble me souvenir que l'année dernière, dans le cadre des assises européennes de la transition énergétique qui ont eu lieu à Genève, il y avait justement un forum plutôt ciblé pour les jeunes autour de l'emploi, donc qui mettait effectivement en avant tous ces métiers autour de l'environnement, autour du développement durable, autour de l'innovation. Et je pense que c'était très intéressant de montrer aussi que ces métiers recrutaient et que c'était des métiers vraiment en avenir. François Pointet, vous souhaitiez ajouter un petit mot ?
Oui, très rapidement. J'avais posé des questions au Conseil fédéral. Pour l'instant, je ne sais pas que faire des réponses depuis très longtemps parce qu'ils ne m'ont pas donné d'ouverture pour savoir ce qu'ils pouvaient faire. Mais il faut aussi se rendre compte que le problème, il est assez grave. Alors, on peut inciter. Hein. Je sais que la Fédération des entrepreneurs vaudois fait quelque chose avec des formations ou des post-formations pour essayer de mettre les gens dans la transition énergétique. Mais en Suisse, actuellement, c'est 100 000 postes ouverts. 16 000 dans l'hôtellerie, 16 000 dans l'informatique, etc. Et puis, c'est 160 000 chômeurs. Donc, vous voyez qu'on a un sacré problème de ressources parce que les gens ont déjà un travail. Et puis, on fait quoi? On continue à importer de la main-d'œuvre, mais nos voisins ont aussi des problèmes, donc ils ont aussi beaucoup de travail. Ça commence un petit peu à coincer. Donc, oui, on doit tous inciter les gens à faire ça, mais on a quelques petits problèmes de chiffres. Monsieur, vous aviez une question? C'était ici, monsieur au deuxième rang, ensuite monsieur Dupont. Oui, comme ancien chef du service d'environnement et d'énergie du canton, j'ai toutes les motivations pour avoir un rendement énergétique idéal pour tous. J'aimerais rendre attentif au fait que la seule vraie solution aujourd'hui et durable, c'est de consommer moins d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, on se bat beaucoup pour s'envoyer des fions les uns les autres en fonction des énergies qu'on veut défendre. Mais j'aimerais souligner que toutes ont des problèmes, toutes. Bien entendu, le pétrole, ben, c'est pas par hasard que George W. Bush à l'époque a été en Irak, c'était pour ramasser, non pas la démocratie, mais pour ramasser le pétrole. Et ça s'est poursuivi un peu partout. Et lorsque les pays arabes, les Émirats et autres seront au bout de leurs ressources, on sera parti dans ce qui, à mon avis, a déjà un peu commencé, c'est une troisième guerre mondiale énergétique et économique. Quand on voit qu'on retourne au charbon en Allemagne, j'ai aussi été faire quelques expertises dans certains pays voisins, où on voit par exemple que le charbon comporte des quantités folles d'arsenic qui peuvent menacer la santé avec des résultats qui ont été comme ça. Quand on veut aller aussi de manière très rapide vers le solaire et vers les énergies, les voitures électriques et tout ça, à court terme, c'est bien. Par contre, qui aujourd'hui est en possession des matières, des métaux rares et des matières nobles, ben c'est de plus en plus la Chine en Afrique centrale qui ramasse tout ceci. Et avec le dérèglement climatique, combien de temps aura-t-on encore de l'énergie hydraulique? Donc j'entends, sans vouloir dramatiser, je pense qu'on doit aussi réfléchir à plus long terme et se rendre compte qu'il y a que vraiment la solution idéale, qui n'est pas complète, mais qu'on doit aborder de manière énergique, c'est l'économie d'énergie. Merci, c'est presque un témoignage, c'est une réponse en soi. Merci beaucoup pour votre prise de parole. Monsieur Dupont, vous voulez poser une dernière question encore? Et puis après, on... Merci. Je prolonge la question de mon ami Henri Rollier. Ce que tu proposes, Henri, c'est le malthusianisme. Quelqu'un l'a déjà dit aujourd'hui, le malthusianisme était une erreur. Alors, moi, je me suis intéressé un petit peu à cette question. C'est la question de la finitude des ressources. J'ai suivi une fois un cours par un physicien un peu cinglé qui nous faisait un cours de cosmologie et puis qui tout d'un coup dit, à un moment du cours, écoutez, chers étudiants, on va faire un exercice pour sentir où est la limite des ressources. Vous supposez une planète avec 12 milliards d'individus. Le niveau de vie moyen des Américains pour toute la planète, que du soleil, que du vent, que du renouvelable comme source d'énergie. Allez-y. Bilan énergie, bien sûr, bilan nourriture, bilan matières premières. Ça a été une très grosse surprise. Ce n'est pas impossible. Et les démographes sont formels, même si la démographie est une science approximative, elle ne l'est pas autant que la météo. 12 milliards d'individus, on ne les aura pas sur la planète. On va plafonner entre 9 et 10 milliards. Alors, je suis allé suivre ensuite un cours à l'université de Lausanne, un peu sous l'égide du professeur Dominique Bourg, dont on connaît un petit peu les idées. C'était un cours sur la finitude des ressources. Et là, j'ai compris la position de l'université de Lausanne. Il y avait un transparent qui disait, vous là dans la salle, sachez que cette question n'est pas une question technique ou scientifique, c'est une question morale.
Et j'ai compris ce jour-là que les scientifiques de la faculté des sciences, des géosciences et de l'environnement ne feraient pas de la science sur ces questions, mais feraient ou font de la morale. Et c'est une morale de pharisien. Je propose que nous restions en suspens sur cette question morale. Difficile de rebondir. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde politique et merci à vous pour vos questions. Et on peut applaudir nos intervenants.